compréhension. Je voudrais peut-être, avant de commencer, vous revenir sur le titre, parce que ce titre a été perçu comme une provocation, parfois, pas par tous, mais parfois. Et pour autant, aussi, avec François Pursec, nous tenions à ce titre parce que nous voulons, à travers ce titre, poser un diagnostic qui est un diagnostic de mutation très profonde qui est en train de se produire, au moins pour une partie de l'agriculture. Ça veut dire que nous ne prétendons pas dire qu'il n'y a plus d'agriculteurs, mais nous voulons attirer le regard sur le fait qu'une partie de la production agricole, en quelque sorte, échappe aux agriculteurs. Et je vais m'en expliquer, et ceci pour de multiples raisons. Alors, j'ai organisé mon, mon comment dirais-je, mon topo autour de 4 points qui me paraissent importants dans la situation actuelle. Le premier point est un constat autour de l'effondrement démographique de la population agricole, sur lequel on peut, je crois, assez facilement se mettre d'accord. Le deuxième point, est-ce la cause, est-ce la conséquence? Le deuxième point, c'est la crise du modèle de l'exploitation familiale sur lequel a reposé l'extraordinaire modernisation et performance de l'agriculture française. Le troisième point marque une nouvelle étape dans l'organisation de l'agriculture, de la production agricole, mais aussi du paysage agricole en France et en Europe d'ailleurs. Et le quatrième point veut souligner le changement de la place des agriculteurs dans les sociétés rurales, qui est un point, à mes yeux, très, très important. Alors d'abord, sur le constat, je suis parti d'un point qui m'a paru, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant tenu à ce titre sur une agriculture sans agriculteurs et au sous-titre une révolution indicible, qui est en quelque sorte évidemment un clin d'œil et un hommage à la révolution silencieuse de Michel de Bâtisse. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que quand ont été publiés les résultats du recensement général de l'agriculture, qui sont sortis l'année dernière, on a beaucoup souligné que finalement, que les exploitations la moyenne de la surface des exploitations agricoles en France, en une quinzaine d'années, était passée de 52 hectares à 69 hectares, et que donc cette moyenne, 59, 69, 52, 69, ça a été beaucoup le commentaire, signifiait que finalement la France restait un pays d'exploitation moyenne, et qui dit exploitation moyenne, d'exploitation familiale, et que donc il y avait une continuité dans ce paysage de la ferme France. Et nous pensions, nous, en analysant les chiffres avec François Purseigle, qu'en réalité, cette apparente continuité cachait un éclatement extrêmement fort qu'il fallait arriver à nommer et qu'il fallait arriver à regarder. Alors, et ceci se traduit d'abord par ce que nous avons appelé l'effondrement démographique. Nous avons aujourd'hui 400 000 chefs d'exploitation, 23 000 coexploitants, et au total, avec encore quelques aides familiaux, 460 000 actifs agricoles non salariés. C'est moins de 20% en 10 ans, c'est moins de 75%, en 40 ans. Et aujourd'hui, ces actifs agricoles non salariés représentent dans la population active française 1,5% des actifs français. C'est quand même
une rupture démographique très, très fondamentale. Ceci, je le souligne, n'est pas complètement spécifiquement français. Nous avons en Europe 4,2% d'actifs agricoles non salariés, mais 50% d'entre eux ont plus de 50 ans. Donc, le mouvement démographique européen, avec un temps de latence lié à quelques pays, je ne m'étends pas là-dessus, va rejoindre ce phénomène démographique. Mais pour ce qui est de la France même, nous savons que ce phénomène-là n'est pas terminé. Un quart des exploitants ont plus de 60 ans et la moitié est en âge de prendre sa retraite d'ici 2030, donc c'est pas loin, d'ici 2030, et les 2 tiers n'ont pas de successeur désigné. Donc, nous comprenons, parce que la démographie, c'est un phénomène lourd, c'est un phénomène qui nous échappe, c'est un phénomène sur lequel il y a des leviers, bien sûr qu'il y a des leviers, mais ces leviers prennent du temps pour produire des effets. Donc, à un horizon qui est un horizon à 10 ans, à 15 ans, je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que la population active agricole non salariée sera de l'ordre de 1% dans la population française. Donc on ne peut pas dire que tout ça est en continuité. Deuxièmement, sous cette apparente stabilité se cache, je le disais, une forme d'éclatement. Nous avons donc dans ces 380 000 exploitations, nous en avons, selon les classements mis en place par les économistes du ministère de l'Agriculture, quatre catégories. La première, qu'on appelle les micros, qui ont au maximum 14 hectares, représente 100 000. C'est assez simple parce qu'on a 380 000 exploitations, on a 100 000, 100 000, 100 000 et 80 000. 100 000 micros, 100 000 petites qui vont jusqu'à 50 hectares, 100 000 moyennes autour de 100 hectares et 80 000 qu'on appelle les grandes qui dépassent 140 hectares. Et ce qui est important à souligner, c'est que seule la catégorie des grandes exploitations augmente. Les 3 autres catégories diminuent entre les 2 derniers recensements. Et les grandes, elles ont une production brute standard de plus de 250 000 euros. Elles représentent 40% de la surface, 45% de l'emploi. Et si l'on prend dans cette catégorie des grandes, celles qui ont plus de 200 hectares, les exploitations de plus de 200 hectares représentent un quart de la surface agricole utilisée. Elles représentent donc 10%. Vous avez 10% des exploitations, 10% des exploitations françaises qui occupent un quart de la surface agricole utilisée. Donc, et à travers là, ces exploitations, notamment les plus grandes, on constate ce qui n'est pas complètement nouveau, mais qui a pris une très très grande ampleur, ce qu'on peut appeler la révolution sociétaire, c'est-à-dire l'apparition dans le monde agricole de formes juridiques, de formes d'organisation du capital, de formes d'organisation du travail qui empruntent beaucoup plus au modèle industriel ou commercial banal qu'aux formes spécifiques qui étaient celles de l'agriculture jusqu'à maintenant. Et qui représentent des puissances de production très fortes. Pour ces 10% là, ces 10% qui, en général d'ailleurs, ont recours dans l'organisation de l'exploitation à plusieurs sociétés. Il peut y avoir une société civile d'exploitation agricole, il peut y avoir une société commerciale, il peut y avoir une société anonyme,
il peut y avoir même à côté une société de services de travaux agricoles. Bref, on a une réorganisation très puissante et c'est très important parce que ces 10% des plus importantes on représente 30% de la production, donc un quart du territoire, 30% de la production, 28% de l'emploi. Donc, ça, c'est le point qui nous paraît important à regarder et je vais y revenir. Le deuxième point qui va d'ailleurs avec cette réorganisation des exploitations et cette diminution de la population active agricole, et ceci témoigne de la réorganisation du travail en agriculture, c'est l'explosion des formes de sous-traitance ou de délégation en agriculture. Et nous en voulons pour illustration le fait que nous avons plus de 62% en l'espace de 10 ans, plus de 62% de travailleurs des entreprises de travaux agricoles. C'est-à-dire qu'au moment où les actifs agricoles, strictement des salariés ou des non-salariés des exploitations diminuent, on a une augmentation très forte des employés, des salariés, des entreprises de travaux agricoles, donc plus 62%. On a une augmentation de plus de 14% de l'intérim en agriculture. Et au total, si sur 730 000 salariés qui travaillent en agriculture, on en a la moitié dans les exploitations et la moitié en dehors des exploitations. Donc, ceci, vous voyez, c'est une vraie réorganisation du travail qui est en train de se produire. Je prends un exemple pour montrer un peu ce boom qui s'est produit, non pas chez vous, mais en Bretagne, et parce que c'est probablement le plus spectaculaire. En Bretagne, aujourd'hui, près de 40% des exploitations sont classées dans la catégorie des grandes exploitations. Il y a 10 ans, la grande majorité des exploitations agricoles bretonnes étaient classées comme des moyennes. Vous voyez le processus de concentration qui s'est produit alors dans ce secteur qui est celui des productions animales, hein, c'est clair. Et on a, et principalement en Bretagne, ça apparaît très nettement, l'apparition de holdings avec plusieurs sociétés, avec plusieurs établissements qui peuvent d'ailleurs être répartis sur l'ensemble du territoire national. Autant de phénomènes, si vous voulez, qui émergeaient peut-être il y a une vingtaine d'années, mais qui ont véritablement pris de l'ampleur dans les 10 ans qui viennent de se passer. Toujours en Bretagne, on a une augmentation du salariat de plus 23% entre 2000 et 2016, et surtout, un recours à la sous-traitance et à l'apparition des entreprises de sous-traitance dans ce bassin de production, une augmentation du recours à la sous-traitance de 53%. C'est-à-dire que presque toutes les exploitations sous-traitent un chantier ou 2 ou 3 chantiers de l'exploitation. Notamment, par exemple, dans les exploitations laitières, on voit la délégation forte pour tout ce qui est des chantiers strictement agricoles et l'exploitant se concentrant sur ses productions animales, par exemple. Donc, ces phénomènes sur lesquels on a voulu attirer l'attention sont en train de marquer quand même une très grande reconfiguration, d'autant plus, encore une fois, qu'on voit bien que politiquement, il y a une tension très très forte entre une volonté d'une France hyper compétitive à la fois sur la place européenne et sur la place internationale. Et pour les détenteurs de cette hyper-compétitivité, il n'y a pas d'autre solution que l'agrandissement, que la segmentation du travail et le recours précisément à la sous-traitance.
Et donc, et puis un discours qui n'est pas au contraire, mais qui est un discours du maintien d'un tissu agricole dense et plutôt d'exploitation moyenne. Donc, il faut bien regarder cette tension entre ces tendances qui sont à l'œuvre. Alors, ce qui nous apparaît, nous, dans cette tension, c'est que on assiste bien à une crise du modèle de l'exploitation familiale. En ce sens que on, a, on voit bien comment ces formes sociétaires, ces formes hautement capitalistiques, viennent fragiliser, je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais elles viennent fragiliser l'exploitation familiale à 2 unités travail homme-année telle qu'elle a été imaginée, codifiée, même normalisée autour des années 60 et précisément de la Révolution silencieuse, et que ce modèle-là se trouve très fortement bousculé et, comment dirais-je, déstabilisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la forme conjugale de l'exploitation agricole ne représente plus que 19% des exploitations. Alors qu'elles étaient complètement dominantes il y a une cinquantaine d'années. Et même encore 60%, la forme conjugale, c'était 60% des exploitations en 1982. Donc, vous voyez, en 40 ans, on passe de 60% à 19-20%. Donc, c'est un phénomène très, très important à regarder de près. Alors, pourquoi crise, pourquoi parlons-nous de crise du modèle de l'exploitation familiale? Parce que, premièrement, c'est la question des revenus. Il faut regarder les choses aussi en face. Il se trouve qu'à travers ces formes d'exploitation très diverses, nous pouvons constater que le secteur de l'agriculture est le secteur économique des indépendants où l'éventail des revenus est le plus fort. Il n'y a pas de secteur professionnel où nous trouvons un tel éventail des revenus. Nous avons 10% des exploitations qui ont un revenu négatif de moins de 4 600 euros par an. Et nous avons 10% des exploitations qui ont un revenu supérieur à 70 000 euros par an, par unité de travail non salarié. Par unité de travail non salarié. Et si nous prenons les productions porcines, ce revenu annuel par unité de travail non salarié avoisine les 100 000 euros. Dans les grandes cultures, 110 000 euros. Et dans la viticulture, 120 000 euros. Donc, on a là, je garde strictement les indépendants, hein, les non-salariés. Parmi ces non-salariés, un éventail extrêmement fort de revenus qui, évidemment, oui, qui représente quand même le fait qu'il y a une partie de ces exploitants qui sont dans une situation de fragilité économique très importante. Ça, c'est le premier point qui explique d'ailleurs que ces exploitations économiquement fragiles n'ont pas de successeurs. Elles n'ont pas de successeurs et elles sont promises, notamment pour combler les dettes, à la disparition et donc à l'agrandissement des plus grandes. Ce qui fait qu'on a là un rouleau compresseur de l'agrandissement qui est très puissant. La deuxième, toujours sur ces questions économiques, c'est très important, les phénomènes de reprise d'exploitation, de transmission d'exploitation, font que le fameux slogan vivre pauvre pour mourir riche continue de s'appliquer pour une partie des exploitants, et ce qui fait que
là encore, c'est un peu une surprise, mais c'est une donnée, le secteur agricole est le secteur où le patrimoine personnel familial est le plus important, puisqu'il est en moyenne d'1 million. Et comme sur cette moyenne, il y a un certain nombre d'exploitations sont quasiment sans patrimoine, ça veut dire qu'on a des exploitations qui représentent des patrimoines de 3, 4, 5 millions. Et que ces patrimoines de 3, 4, 5 millions ne sont pas transmissibles euh, ipso facto à un jeune qui veut s'installer. Et que donc, ils se transmettent à travers des formes sociétaires, mais on voit même aujourd'hui, on a eu plusieurs exemples dans le bassin parisien et dans les Landes, de ces grandes exploitations qui n'arrivent pas à se transmettre au sein des familles et qui sont vendues clé en main pour des sommes qui sont encore une fois dans ces ordres d'idées de 4, 5, 6 millions, qui sont vendues clé en main à des investisseurs. Ce qui est là aussi quand même une nouveauté dans notre secteur. Crise, et donc là encore, si vous voulez, on a une... Pourquoi j'attire l'attention sur la question du patrimoine? C'est que cette question du patrimoine est à mettre en relation avec la difficulté de la transmission. Et on a des familles au sein desquelles un des enfants n'est pas en mesure de reprendre l'ensemble du capital, où les autres enfants souhaitent avoir leur part de gâteau parce qu'ils font leur vie ailleurs, etc. Et où donc, eh bien, au bout du compte, la solution est quand même de vendre au moins une partie de l'exploitation plutôt que de la transmettre. Donc, ce poids-là du patrimoine, notamment du patrimoine foncier, est aussi une difficulté de la transmission, et donc de la transmission familiale. Donc, c'est pourquoi j'intègre ce phénomène dans la crise de l'exploitation familiale. J'attire aussi l'attention dans cette crise sur le suicide des agriculteurs. C'est un sujet qui est resté longtemps tabou, qui aujourd'hui ne l'est plus. Les organisations professionnelles en parlent et tout le monde s'en saisit. Il y a eu des travaux très, très approfondis qui ont été faits sur cette question du suicide agricole. Alors, il faut savoir que nous avons, dans ces exploitations moyennes précisément, un sursuicide par rapport au taux de suicide de la population. Et ceci n'est pas spécifique à la France. Nous connaissons ces phénomènes de sursuicide pour les pays qui l'ont étudié, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, pour citer des pays sur lesquels on a des données. Ce qui est important dans ce qui concerne le cas français, c'est qu'on on a au moins 3 types de suicide. Chaque suicide est évidemment une histoire personnelle, individuelle, spécifique, je l'entends, mais on peut un peu distinguer 3 types, 3 itinéraires, si vous voulez. Vous avez des exploitants qui sont en fin de carrière et qui précisément n'arrivent pas à transmettre leur exploitation, et à travers cette non-transmission constatent la fin d'une histoire familiale, d'une histoire de transmission plurigénérationnelle dont ils se sentent responsables et qui ne le supportent pas. On a un suicide qui est assez connu et qui était bien connu, qui est celui d'agriculteurs souvent célibataires, désocialisés, touchés par l'alcool, touchés par la solitude, et donc qui mettent fin à leur jour. Et puis on a une troisième forme de suicide qui est très préoccupante, et qui est le suicide de jeunes, enfin, ou d'adultes en pleine vie professionnelle, conjugale, familiale, etc., et qui mettent fin à leur jour
dans des situations de tension extrême qu'ils n'arrivent pas à surmonter, entre tension familiale élargie pour des questions de rentabilité, questions de tension entre la génération active et la génération qui a cédé l'exploitation et qui trouve que c'est pas comme ça devrait être et que de leur temps c'était mieux, etc. Et s'ajoute à cela des tensions conjugales sur le mode de vie, sur l'autonomie au travail, sur bref. Donc des tensions très très fortes qui montrent au fond la difficulté de ce mode de vie dans une société qui est devenue, évidemment, enfin évidemment, qui est devenue effectivement individualiste, où chacun a sa vie professionnelle, son autonomie, où on assiste à une mobilité très très importante et où ce métier est au contraire un métier de relative osmose entre la vie familiale, la vie au travail, la vie sociale, et que certains ont du mal à supporter. Et donc ça, on est là en face d'une crise culturelle qui est profonde. Certains agriculteurs dominent ce phénomène très très bien et d'autres en souffrent davantage. Un autre indice qui nous a un peu alerté, que nous voulons prendre en compte, est le phénomène de la résurgence de la double activité. On a constaté par exemple que dans un département comme le département de l'Aisne, qui n'est pas un département de petite culture, encore que c'est un département contrasté entre la Thiérache et le Soissonnais, eh bien, la moitié des jeunes agriculteurs qui se sont installés dans les 10 dernières années ont une double activité. Euh, activités de conseil, activités diverses. Souvent, ce sont des jeunes qui ont déjà eu un parcours professionnel à l'extérieur du monde agricole avant de s'installer et qui gardent au moins partiellement des activités en dehors de l'exploitation pour ne pas être tout le temps sur l'exploitation. Et puis donc, pour terminer, je le disais en introduction, la fin du modèle conjugal de l'exploitation familiale, ou en tout cas sa très grande, enfin, sa mise en minorité et qui reste au fond dans un secteur qui est celui principalement des élevages laitiers. Donc, aujourd'hui, l'exploitation familiale à proprement parler, c'est 30% des exploitations et c'est 28% de la production. C'est un tiers. C'est un tiers que l'on peut véritablement qualifier d'exploitation familiale. Donc, ce n'est pas du tout rien, c'est pas disparu, c'est pas. Et il faut. Mais, et c'est mon troisième point, c'est que en fait, on est en face d'une nouvelle étape de l'organisation du travail, du capital en agriculture. Ce qui nous frappe, c'est que moins il y a d'exploitation et plus c'est divers. Au fond, on aurait pu imaginer, et c'est un peu ce qu'on pouvait imaginer il y a une trentaine d'années, que l'amenuisement de la population active agricole allait provoquer une relative homogénéité des exploitations. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit. C'est que moins il y en a, plus c'est divers et plus c'est complexe. On a au fond euh, trois pôles, je ne dirais pas trois formes, mais trois pôles de réorganisation du travail en agriculture. On a ces agricultures familiales que je viens d'évoquer et dont je dis qu'elles sont en crise. Elles sont coincées en quelque sorte entre deux autres formes. On a ce qu'avec François Pursec, nous avons appelé des agricultures aux allures de firme, c'est-à-dire ces agricultures qui sont très tournées vers le marché mondial. Là, on l'a vu alors, avec une explosion avec la guerre en Ukraine
de ces productions qui ont véritablement les yeux tournés vers le marché mondial et qui s'organisent, s'orientent en fonction des fluctuations de ce marché mondial, qui sont pris des formes d'organisation qui ont lié, encore une fois, qui ont recours à la sous-traitance, qui ont recours à l'intérim et qui ont même recours, pour certaines d'entre elles, à la délégation de la maîtrise d'œuvre pour organiser les travaux. Donc on a cette forme-là qui se développe. On a donc les exploitations familiales et puis les petites exploitations qui sont très diverses. Certaines sont des petites exploitations issues du modèle familial, dont d'autres sont des formes très contemporaines qui relèvent plus de la start-up, d'une coopérative de production, qui relèvent, qui peuvent relier des modèles d'insertion à travers Terre de Liens, à travers des formes soutenues par les collectivités locales. Il en est de multiples formes parce qu'il y a beaucoup de collectivités s'intéressent à cette question et à la réintroduction de la production agricole dans la vie locale et cherchent à soutenir ce modèle. Et donc, ce qui caractérise ces micro-fermes qui relèvent plutôt de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise que de l'exploitation familiale, elles ont leur importance sur le plan culturel et social parce qu'elles établissent un dialogue assez fort entre les producteurs et les non-producteurs et les urbains, les consommateurs. Mais évidemment, elles ne sont pas culturellement ancrées dans cette histoire agricole longue que nous évoquions et que portent les exploitations familiales. Ce sont les seules à porter véritablement cette histoire longue. Donc, je pense qu'on est là autour de trois formes qui sont à peu près, alors qui ont toutes quand même une caractéristique, c'est qu'elles s'éloignent toutes du modèle de la polyculture élevage. Elles sont quand même centrées sur une, deux, trois productions dominantes qui sont le cœur de la construction du revenu de l'exploitation. Ce qui veut dire que, au fond, on assiste bien, je pense que ça, c'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre, à vraiment une nouvelle étape de l'organisation et de la place de l'agriculture dans les sociétés modernes. En quelques mots, pour me faire comprendre, sans remonter jusqu'à l'époque médiévale, mais seulement en remontant sur 2 siècles, sur même un siècle et demi. Si l'on part de la Troisième République, sous la Troisième République, on a une ambition qui est véritablement la construction d'une agriculture sur tout le territoire et d'une agriculture véritablement d'assurance de la couverture alimentaire du pays, mais en même temps sur un projet politique qui est de rallier les paysans à l'idée républicaine. C'est toute la politique de la Troisième République et euh, qui construit le modèle de la petite exploitation paysanne d'une couverture alimentaire de la famille au sens large du terme, avec le dégagement d'un petit surplus pour le marché. Mais l'ambition de l'exploitation familiale de la Troisième République, c'est d'être propriétaire de sa terre et de pouvoir nourrir sa famille en produisant un peu de tout partout. C'est pour ça qu'on produit 360 fromages en France. Il y a eu là une véritable volonté
de produire une sorte, l'autarcie n'est pas le bon mot, mais une autonomie en quelque sorte des familles paysannes dans leur production. Ce phénomène dans un premier temps bien marché puisqu'il a arraché la France aux dernières disettes, mais il a vite rencontré ses limites et il n'a pas réussi à la fois à nourrir les villes et nourrir les campagnes, puisque à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que nous étions plus d'un tiers de la population active occupée à l'agriculture, nous n'étions pas autosuffisants. D'où la grande révolution de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'après-Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une rupture par rapport à ce modèle paysan, puisque au contraire, pas au contraire, mais enfin, si les paysans ont été invités non plus à produire pour eux-mêmes, principalement, mais pour produire pour fournir la matière première de l'industrie agroalimentaire qui, dans le même temps, s'est développée. Je ne reviens pas sur les succès de cette révolution et de ce modèle, mais il nous faut aujourd'hui admettre que ce modèle a eu un temps historique qui est en gros, si vous voulez, allez, on peut dire de 1950, moi je dirais en gros de 1950 à 2000, quoi, parce que oui, ça fait un demi-siècle, une vraie période où ce modèle a été véritablement dominant, où il a été la matrice des politiques publiques. C'est autour de cette matrice qu'on a construit les politiques publiques. C'est autour de cette matrice qu'on a construit l'occupation des territoires, la transmission des terres, les affaires, etc. Et malgré tous les efforts de régulation qui ont été mis en place, eh bien, ce modèle se trouve aujourd'hui en porte-à-faux avec d'autres évolutions qui viennent le bousculer, qui sont la mondialisation, qui sont la standardisation, qui sont la mécanisation, demain la robotisation, la numérisation, etc. Enfin, tous ces phénomènes extérieurs qui viennent bousculer profondément le modèle et qui le font éclater. Enfin, je trouve, si vous voulez, que c'est pas tout ça, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, hein, la fin d'un monde où ces exploitations étaient dominantes. Et ce qui est troublant, alors ça, vraiment troublant, je trouve, c'est que encore une fois, on aurait pu s'attendre à une forme d'homogénéisation autour d'exploitations grandes, moyennes, encore dominées par une activité familiale. Au lieu d'avoir une homogénéisation, on a quand même un très grand éclatement. Éclatement entre les productions, éclatement entre les capitaux, éclatement entre le foncier, enfin bon, bref, éclatement des stratégies. Et ça me paraît très important à essayer de comprendre, à essayer de voir comment ça marche, quoi, comment ça marche et comment ça marche pas. Bon, et c'est ça qui pour ma part, me paraît important à comprendre. Et encore une fois, j'y insiste, cet éclatement en tripode, il est français, mais il est européen. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'Europe a joué un grand rôle parce qu'il y a eu une fascination de la part d'un certain nombre d'agriculteurs sur les grandes exploitations des Länder de l'Est, sur les grandes exploitations de la Puszta hongroise, de la Roumanie, d'une partie de la Pologne, et considérant que si on n'avait pas, sans parler de l'Ukraine avant la guerre, hein, et donc il y a une fascination pour ces très grandes exploitations qui sont en Europe, qui sont l'héritage paradoxal du communisme. Et puis, on a cet héritage donc, des exploitations familiales. Et puis, enfin, on a l'émergence d'une période assez créative qui embarque l'agriculture dans des modes de production qu'elle n'avait pas imaginés jusqu'à maintenant.
Alors, ceci euh, pose évidemment, repose le problème. J'espère que je suis. Vous avez encore un peu de patience. Donc, je vais terminer sur le quatrième point, qui est le repositionnement de ce secteur de l'agriculture dans la société française. Je disais tout à l'heure, 1,5% des actifs sont des actifs agricoles non salariés. Il faut savoir que ce n'est pas seulement finalement dans la société française dans son ensemble que les agriculteurs sont devenus minoritaires, ils sont devenus minoritaires dans les espaces ruraux eux-mêmes. En gros, c'est 7%, 7% des actifs des communes de moins de 3000 habitants sont des agriculteurs. Les actifs les plus importants, la première catégorie d'actifs en milieu rural sont les ouvriers. Un tiers en gros, un tiers des actifs résidant dans les communes rurales sont des ouvriers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une période, enfin dans une société, dans une culture qui est devenue une culture de la mobilité, de l'automobile, où la dissociation du lieu de travail et du lieu de résidence est le lot commun, la fonction résidentielle des communes rurales a pris une importance considérable. Et d'ailleurs, avec la volonté des ruraux eux-mêmes, puisque si vous reprenez des années 80-2000, beaucoup de communes ont mis en place, avec des systèmes de financement, etc., des lotissements. On a mis des lotissements, on a fait des zones artisanales, on a même fait parfois des zones industrielles pour enrayer l'exode rural. Et ceci avec succès, puisque je vous signale qu'à partir des années 90, c'est dans les communes rurales qu'on a eu les plus forts taux de croissance démographique. Et on a toujours aujourd'hui, lors du dernier recensement, on a toujours dans les communes rurales plus d'entrées que de sorties dans le phénomène de mobilité. Plus d'entrées que de sorties. Et donc, j'avais noté le chiffre, enfin bon, peu importe. Et donc, encore une fois, donc ces communes sont devenues très largement des espaces résidentiels avec des populations qui circulent, qui ne sont pas forcément là pour la vie, et en tout cas qui n'y sont pas, qui n'en sont pas natifs. Enfin, donc il y a une vraie ces sociétés locales sont très très fortement bousculées par ces phénomènes de mobilité, alors qu'elles étaient quand même des sociétés, des communes qui étaient, bien sûr qu'il y avait un peu de mobilité, mais il y avait des réseaux familiaux stables qui se connaissaient bien sûr, qui occupaient une partie importante des conseils municipaux, des sièges des conseils municipaux. Et en gros, d'ailleurs, selon une formule assez heureuse, jusqu'aux années 60-70, les conseils municipaux étaient la réunion des chefs de famille qui géraient ensemble les parties communes des propriétés de leurs propriétés respectives. Donc tout ça a évidemment complètement changé. Et donc cette fonction résidentielle qui l'emporte numériquement sur la fonction de production est évidemment au cœur d'incompréhension, de tensions qui se développent dans les espaces ruraux, qui ne deviennent plus seulement des espaces de production agricole, ordonnés autour de la production agricole, ordonnés autour de la propriété agricole, mais qui se confrontent à d'autres intérêts tout aussi légitimes politiquement, démocratiquement parlant,
et qui sont évidemment des sources de tension. Euh, bon, euh, tout ça pour dire que, et je termine là-dessus, c'est que bien sûr que on n'habite pas les espaces ruraux comme on habite un espace urbain, mais en revanche, culturellement, la culture urbaine de l'écran, la culture urbaine de la mobilité, la culture urbaine de la fluidité, de la segmentation du temps, de la segmentation de l'espace, etc., a pénétré les espaces ruraux. Et de ce point de vue-là, ils ne sont plus porteurs d'une culture spécifique. Ils peuvent avoir encore un habité spécifique, mais pas véritablement une culture spécifique. C'est notamment ce qu'on constate véritablement dans toutes les enquêtes autour des jeunes générations. Voilà, je m'en tiens là et je vous remercie de votre attention parce que je sais combien ça demande une attention redoublée que d'entendre un topo à travers un écran. Merci infiniment et je suis à votre disposition si vous voulez que l'on échange quelques questions. Merci, Monsieur Hervieux. Donc, si vous avez des questions, je vous passe le micro. Moi, c'est par rapport aux néo-ruraux là, et ceux qui font des petites exploitations bio. Là. Oui, Eh ben, vous n'en avez pas du tout parlé, sauf si c'est les micro-fermes, c'est ça? oui, c'est ça, oui. Alors, oui, bien sûr, il y a ce mouvement. Alors, ce mouvement des néos, c'est d'ailleurs intéressant parce que, si vous voulez, il y a eu une grande vague que nous avions, Daniel et moi, étudiée post-68, dans les années 70-80, qui avait été très importante et qui d'ailleurs avait, dans certaines régions, puisque ce mouvement du retour dans les années 70 s'était beaucoup concentré dans les Cévennes, en Ariège, sur le plateau de Millevaches, dans les Alpes de Haute-Provence, donc des régions qui avaient été très très fortement touchées par l'exode et même par l'abandon. Et donc c'était à ce moment-là une revendication très, très politique de changer la vie, d'essayer d'inventer un nouveau mode de vie pour le coup, loin de la ville et de ses miasmes. Alors, il y a toujours eu un petit mouvement qui s'est, mais depuis une dizaine d'années, il y a effectivement un regain d'installation hors, je dirais un peu hors norme ou hors des canaux habituels, qui ne sont pas du tout donc des successions père-fils ou des successions à l'intérieur des familles, qui sont bon donc. Alors la nouveauté, il y a plusieurs nouveautés. Premièrement, ça a été mis assez en évidence, des jeunes très diplômés qui s'installent dans des formes parfois non pas communautaires mais coopératives. Donc ça, il y a pas mal d'exemples de ce type avec plusieurs ateliers, et une recherche un peu de complémentarité des productions, pour le coup, qui est un contre-modèle de la spécialisation. On a des installations un peu individuelles, et puis on a des installations que j'appellerais des installations un peu d'insertion, notamment à travers Terre de Liens, qui connaît un développement très très intéressant et important à travers des reprises d'exploitation, d'exploitants qui préfèrent céder leur ferme à Terre de Liens pour permettre des petites installations nombreuses,
que de voir partir leur exploitation à l'agrandissement. Donc, encore une fois, du point de vue de la production, du volume de production à l'échelle nationale, on peut considérer que c'est négligeable. Du point de vue culturel, ça ne l'est pas tant que ça, parce que ces exploitations ont des ambitions de production de proximité, sont sur un marché complètement local, ont donné, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, une impulsion forte au bio. Mais là encore, hein, c'est intéressant, dans le bio, vous avez le tout petit producteur qui tire un revenu difficile sur une zone de chalandise très restreinte. Et puis, vous avez des grosses sociétés à 1500 hectares dans les Landes qui font de la carotte bio, de l'épinard bio, etc., d'une façon, et qui alimentent la très grande distribution. Et vous voyez, on a cet éventail finalement dans toutes les productions. C'est ça qui est vraiment fascinant. Le bio n'est pas que petit. Le bio, il est parfois très grand. Ce qui d'ailleurs conduit à la fragilisation. Là aussi, on a une fragilisation du bio pour le coup des exploitations familiales qui se sont converties en bio et qui ont des coûts de production plus élevés que du bio industriel, disons le terme, on peut être bio et industriel, et qui se trouvent fragilisés de cette sorte. Donc on a tout l'éventail là aussi. Ce n'est pas une niche à part. Et on le voit à travers aujourd'hui, si vous voulez, les céréaliers qui se sont convertis en bio connaissent une difficulté d'écoulement de leurs produits. Bonjour. Alors, merci M. Hervieux, votre exposé qui était particulièrement complet et qui recoupe effectivement tout ce qu'on vit, puisque je pense qu'il y a à peu près dans la salle tous un petit peu du même âge, grosso modo, et donc on a connu ça. Alors, nous, on est sur le terrain, vous avez analysé, mais vous avez très bien analysé les choses, parce qu'effectivement, on se retrouve dans tous les domaines que vous avez analysés. Donc, vous avez disséqué. Oui, alors pour compléter ce que vous disiez par rapport à la dame, parce que vous voyez qu'il pourrait changer, c'est vrai que nous, on est des passionnés d'agriculture, du monde paysan, et il n'y a pas longtemps, on était dans les Cévennes, et les Cévennes sont un pays complètement déserté, mais vous allez dans des hameaux, et bien effectivement, le gars qui nous logeait, il avait un master en communication, et puis il s'était mis à faire un petit peu de culture maraîchère, et puis il recevait des gens, tout ça, et vous vous rendez compte que c'est les seules personnes qui vont vivre encore ces pays-là. En fait, cela, c'est une bonne chose quelque part. Là, il n'y a pas d'agriculture capitalistique qui se met en place. C'est des lieux qui sont uniquement bons pour ça. Alors, je vais vous interroger parce que vous avez parlé là, je suis un petit agriculteur landais, mais pas de la lande dans les Sardes, où il y a 1500 hectares. Hein. Je suis un petit agriculteur du Bas-Adou, et vous le connaissez les Landes. Donc, d'ailleurs, vous connaissez Pierre Blanc aussi. Et en fait, les Landes, ce n'était pas tellement comme la moderne, parce qu'il y avait un syndicat qui s'appelait le Mouvement de défense des exploitations familiales. Ça a été notre combat. Et un combat, malheureusement, vous l'avez disséqué, qui n'est pas tellement bien parti. Mais ce que je voulais vous demander, comment vous le ressentez, parce que pour faire attention, les vieux, on dit oui, mais avant c'était très bien, ceci, ça. On a tendance à dire ça. Il n'empêche que les bouleversements dont vous avez parlé, les ruptures, l'éclatement de beaucoup de choses, de certitudes aussi, ce que je constate quand même, c'est que l'état d'esprit, le devenir commun, le travail collectif. Alors, pessimiste, d'ailleurs, le questionnement de la journée aujourd'hui est très intéressant. Pour moi, elle a pris un coup. Comment vous ressentez ça? Moi qui suis syndicaliste, coopérateur aussi,
waouh! Quand vous allez dans les réunions syndicales aujourd'hui, dans les congrès, waouh! Autrefois, vous aviez des salles comme ça qui étaient toutes pleines. Aujourd'hui, vous arrivez, essentiellement, c'est des cheveux blancs. Il y a quand même, ça a pris un coup. Comment vont se reconstituer ou va renaître un esprit communautaire de combat collectif, de dimension collective du futur? Comment va-t-on remettre du lien social et du lien humain dans cette société qui a éclaté? Merci, monsieur. Oui. Et, c'est une question quand même très, très difficile que vous me posez là, parce que honnêtement, je n'ai pas la réponse. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Parce que je pense, je suis plutôt, c'est pas que je suis pessimiste, si vous voulez. Je pense que à toutes les époques, il s'est trouvé des hommes, des femmes qui ont trouvé les mots, qui ont trouvé qui ont trouvé les voies, qui ont trouvé les portes pour euh, trouver des élans et véritablement rassembler. Je pense, je suis, c'est vrai quand même que je suis frappé à quel point on est quand même plus, on est dans un moment, on est quand même plus dans un moment d'éclatement que dans un moment de rassemblement. Euh, si vous voulez, on est politiquement, on est quand même dans un moment extrêmement difficile qui touche toutes les démocraties. C'est quand même une vraie souffrance que de voir toutes les grandes démocraties actuellement dans le doute, dans la crise, dans la remise en question. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, une américaine, une très très bonne, une grande journaliste américaine qui observe la situation américaine, disait avec force, disait si Trump est réélu, les États-Unis ne seront plus une démocratie. Et tous les ingrédients sont là. On voit enfin, la situation mondiale. On sort d'une mondialisation dont on a espéré quand même une fluidité entre les pays et les peuples. Enfin, on est quand même dans une période de crispation. Il faut pas, on peut pas se le cacher, quoi. On a connu des périodes collectives plus heureuses, plus enthousiasmantes autour de la construction européenne, autour quand même d'une paix relative entre les pays. Bon, bref. Et ceci, j'essaye de répondre à votre question parce que ceci a des conséquences. Je pense qu'il y a un lien entre cette crise-là, hein, de la représentation démocratique. Pourquoi je fais un lien? C'est que la crise des démocraties, elle puise son origine dans la crise de la représentation. C'est-à-dire que nous sommes à un niveau de modernité, de culture et d'individualisme qui fait que nous n'acceptons pas la légitimité de la délégation. Et donc, comment construire la démocratie si on n'accepte pas la légitimité de la délégation à travers le vote, quoi. C'est quand même au cœur de l'effondrement démocratique, quoi. Et donc, au fond, cette défiance, elle se retrouve évidemment dans le syndicalisme, elle se retrouve dans toute forme de délégation, quoi. Dans toute forme de délégation qui refuse le sens de la légitimité. Et c'est ce qui. Et donc, ça, si vous voulez, pour reconstruire ça,
c'est vraiment une nouvelle culture qui est à inventer, de la construction, de la régulation des sociétés. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes que l'on peut faire émerger? Euh, Moi, j'ai pas d'imagination là-dessus. Je suis sans doute trop vieux, trop imprégné de la grandeur des démocraties pour imaginer qu'elles puissent fonctionner autrement. Et peut-être qu'une nouvelle génération est capable d'inventer un mode de construction de la solidarité, un mode de construction de la légitimité, de la délégation, qui trouve d'autres voies, d'autres fondements que ceux que nous avons bu au biberon. Et, voilà, non, honnêtement, euh, je disais que j'étais pas pessimiste. Enfin, je voudrais ne pas l'être, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas, il faut quand même imaginer que notre génération n'est pas une génération indépassable. Euh, il faut aussi compter sur de nouvelles générations susceptibles d'inventer de nouvelles formes de vie ensemble qui sont pas tout à fait sur les fondements que nous avons voulu, que nous avons connus. Mais voilà, c'est un peu. Oui, oui, c'est difficile. Et dans cette logique-là, dans cette réflexion-là, puisqu'on réfléchit ensemble, en fait, ce que je remarque, mais ça a été remarqué par beaucoup d'autres auparavant, c'est qu'en fait, ces grands mouvements ont été portés par des idées religieuses et par des idées politiques, c'est-à-dire par le catholicisme et par le communisme. Et qu'en fait, ces deux grandes espérances, ces deux grands mouvements se sont quasiment effondrés, chacun à leur manière, hein, d'égalité en tous les cas. Et en fait, alors je vous repose la question, sur quoi vont s'appuyer ces nouvelles générations, parce qu'effectivement, il ne faut pas être pessimiste, qu'est-ce que c'est qui va les porter? Quel est ce sentiment de dépassement de l'homme? Oui, vous apportez une réponse. Vous apportez une réponse. Et vraiment, je vous rejoins tout à fait. Je pense euh, si, si nous en avons l'énergie avec Daniel, nous voudrions essayer d'aller au bout de l'analyse de l'effondrement. Alors, non pas de deux grandes matrices. Là, je ne parle pas du communisme, mais vous avez raison d'en parler, mais de deux grandes matrices civilisationnelles qui ont été au cœur de la construction de ce qu'est notre pays, c'est-à-dire la matrice catholique et la matrice paysanne. Mais je pense que ça c'est effectivement, ce sont des matrices qui ont été porteuses de sens, de cohésion, etc. Alors, oui, il y a une matrice qui émerge et qui est très puissante, et qui est très puissante dans la génération qui nous suit, et même deux générations après nous, c'est la question de l'environnement. Regardez l'écho de Laudato Si. C'est vraiment euh, prendre soin de notre planète, prendre soin de la création. Alors, on peut le prendre dans une approche, dans une approche religieuse, dans une longue tradition. On peut la prendre d'une façon complètement sécularisée, hein, mais il y a là, oui, autour de cette question de la planète, de la question du thème une seule santé, santé des plantes, santé des animaux, santé des hommes, santé de la planète, hein, qui est une thématique qui vraiment imprègne beaucoup une partie de la jeunesse. Je ne dis pas forcément toute la jeunesse, mais au moins une partie de la jeunesse. Je pense qu'il y a là une inquiétude et un espoir autour de cette question-là qui est vraiment... ça me frappe. Ça me frappe. Je suis... j'ai enseigné jusqu'à maintenant
Et je suis très frappé, j'ai été très frappé et c'est pour ça que j'ai aimé enseigner jusqu'à maintenant, c'est que tous les étudiants que j'ai eus jusqu'à maintenant, ça m'a frappé par rapport aux générations, si vous voulez, d'avant 2000, hein, sont complètement imprégnés de la question, de cette inquiétude et cet espoir autour de la question de l'environnement au sens large, hein, je dis au sens très très large du terme. Donc là, il y a une question complètement transversale, hein, et on voit bien la difficulté qu'on a à l'appréhender en fonction de nos intérêts, en fonction de ceci, de cela. Mais au fond, elle est quand même présente partout. Elle est présente partout. Et ça, je pense que c'est une vraie responsabilité que d'essayer de comprendre pour le coup les diverses compréhensions qu'entraîne cette inquiétude et la façon de le prendre. Et c'est sûr que là, le monde agricole est très sollicité autour de ça, hein. Il faut pas. C'est compliqué, c'est difficile, etc. Mais enfin, la question, elle est là, bien sûr. Là, je le crois. Alors, c'est aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi une question clivante. Vous voyez, c'est une question fédératrice, si vous prenez les générations montantes, mais c'est en même temps une question clivante parce que c'est une question qui touche nos intérêts, qui touche nos modes de vie, qui touche nos façons de faire, etc. Bon. Mais en même temps, il y a pour le coup, je crois qu'il y a une conscience partagée. Oui, Julien, je suis vigneron à la retraite. En 2012, oui, je rentrais dans le cadre des exploitations, des petites exploitations familiales. Et mon fils s'est installé sur la petite exploitation, hein, et lui, sa femme, elle est prof. Et voilà, il faut leur demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient l'avenir, hein. Ils ne pensent pas comme nous, ça c'est sûr. Nous, on a travaillé. Mon fils, il est passionné aussi. Mais sa priorité est d'être époux et parent, quoi, hein. Alors, j'avais écrit une chose, moi, j'avais fait un vœu pieux, mais c'était pour l'avenir, quoi, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils pensent. Nous avons des enfants, ils se sont construits avec l'agribashing et la modification du climat. Ils ne veulent pas se vendre et travailler pour l'argent moralement douteux. C'est ce que je pense. La principale préoccupation, et vous l'avez dit, c'est le réchauffement climatique et nous faisons de la vigne. L'évolution du climat va peut-être plus vite que notre adaptation aussi. Alors, le vœu pieux que j'ai fait, et je pense qu'il manque un peu de vœu pieux, nous aurons des jeunes agriculteurs si nous redonnons un sens vertueux à notre métier et reconnaître que la vie réelle, celle de Pouyanné ou d'autres gros entrepreneurs, a besoin d'âme et de conscience. Je vous remercie parce que vous avez dit une chose, je pense, qui est vraiment très, très importante. C'est de vraiment reconnaître pleinement que les générations suivantes ne pensent pas comme nous. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas comme nous qu'ils pensent mal. Et là-dessus, je suis frappé, pour le coup, vous voyez, je suis dans un milieu de chercheurs et ce problème-là touche tous les milieux. C'est-à-dire même vous vous rendez compte, le milieu de la recherche, qui est notamment un milieu où on est toujours, on est conscient que toute connaissance que l'on produit est une connaissance provisoire, est une connaissance limitée. Comme on le sait, plus on avance dans la connaissance,
plus on découvre nos ignorances. Bon. Et bien, même dans ce milieu-là, je vois des collègues qui sont convaincus que, en gros, ce qu'ils ont fait est complètement indépassable et que la génération d'après n'est pas à la hauteur, etc. Bon, ça c'est absolument désolant, quoi. On est dans la tristesse absolue. Donc, vous avez vraiment raison de souligner que oui, les générations d'après ne pensent pas comme nous, et nous, on n'a vraiment pas pensé comme nos parents, hein. Bon, donc voilà. Ça, c'est là que résident véritablement les espoirs. C'est ce réagencement, c'est cette nouvelle façon de vouloir, selon la très belle formule, de vouloir habiter le monde. C'est ça qui est intéressant. Je vous rejoins complètement. Peut-être pouvons-nous nous arrêter là ou il y a d'autres questions? Je vous en prie. Bon, je suis un vieux machin. Je vous entends, monsieur, je vous entends. Je suis un vieux machin de 85 ans. Et aujourd'hui, j'ai la vue qui baisse. Oh, je regarde autour de moi, pas beaucoup plus loin. Et il y a des choses qui me frappent. La première, c'est dans nos montagnes, qui étaient les zones les plus difficiles, etc. Dans nos trois vallées, Ossau, Aspe et Marétous, il y a un petit flux de jeunes femmes qui s'installent, des femmes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une image extraordinaire. La vie revient. Ouais. Une chose que j'ai envie de dire, parce que j'ai travaillé dans le développement, c'est que le développement s'occupe du changement. Et le changement fait partie de l'existence de l'homme depuis qu'il existe. Et le changement, il ne faut pas être contre, parce que quand on a du confort, on est contre le changement. Et il faut s'inscrire dans le changement, c'est parce que c'est là qu'on trouve le bonheur, c'est-à-dire l'aventure. Or, ce que j'ai envie de dire, à mon âge où l'aventure va changer, avec le capital de mon ami et un voisin ici a fait allusion, je pense que le changement, ça vaut le coup et que la nouvelle génération, et les femmes en particulier, il faut leur faire confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous me faites penser à une remarque qui était faite par un historien qui s'appelle Patrick Boucheron et qui disait, oui, nous sommes dans un monde d'incertitude, mais que serait un monde de certitude? Voilà. S'il vous plaît. J'ai eu la chance de connaître deux grands départements très différents sur le plan agricole. En 1976, j'ai atterri dans le département de la Haute-Marne, qui est un département qui était essentiellement tourné vers l'élevage et un peu de culture. Aujourd'hui, la Haute-Marne fait partie des 5 départements, et je crois que c'est le premier département pour la surface moyenne d'exploitation. Ça, je pense que ça dure depuis quelques années. J'ai connu le département à 225 000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 160 000. Et comme je suis béarnais, je vais quand même parler de mon département, le Pyrénées-Atlantiques. Quand je suis parti en 1976, il y avait 625 000 habitants dans le département. Aujourd'hui, on approche de 680 000 habitants. On a une diversité d'agriculture dans notre département. En gros, il y a la partie plaine et coteaux au nord du département, c'est le domaine du maïs, maintenant de culture d'hiver et d'élevage de bovins viande et un peu de bovins lait, plus de canard. Mais on a toute une partie du département qui est au Piémont, en montagne, dans les coteaux,
Il y a une vitalité énorme. On fait partie, je crois, des 3 départements français qui installent le plus de jeunes, Ouais, avec essentiellement sur le Pays Basque et les vallées béarnaises des ouais, exploitations, comme on disait tout à l'heure, de 20, 30, voire 40 hectares. Quand il y a 70 ou 80 hectares, c'est que souvent il y a 2 familles qui vivent dessus, ouais. avec des produits de qualité comme le fromage. Comment voyez-vous l'adaptation de ces 2 types d'agriculture face à la mondialisation? Parce qu'aujourd'hui, que l'on soit au Marnais, Béarnais ou Basque, on a accès au marché mondial tous les matins. Avec un set de smartphone, on peut vendre ses céréales, chose qui était complètement impossible à imaginer il y a seulement 20 ans ou 25 ans. Mm. Comment voyez-vous l'avenir de ces 2 types d'agriculture face à la mondialisation? Et bien sûr, je pourrais parler aussi du changement climatique, mais déjà la mondialisation, c'est quelque chose qui est très, très important. Mais, euh, je répondrai un peu de la façon suivante, c'est que paradoxalement, la mondialisation, elle s'accommode très très bien d'une forme de standardisation, d'anonymat et de produits de masse, comme elle s'accompagne très bien de produits très identifiés, très localisés. Vous parlez le marché les produits basques vers New York, enfin bon, des choses qui sont assez bien étudiées, que l'on connaît. Et effectivement, avec la numérisation, avec les communications, etc., tout ça se. Et on a les deux, quoi. C'est ça, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que vous prenez le problème par tous les bouts, et vous voyez que au lieu de, encore une fois, de s'homogénéiser, vous avez au contraire des formes différentes qui gèrent, qui s'adaptent et qui dans ce contexte de mondialisation et de massification. Voilà, c'est à la fois l'un et l'autre. Hein, ouais, je crois. Mais alors en revanche, ce qui est clair, c'est que vous mettez en évidence là entre la Haute-Marne et le Béarn l'explication profonde de ces différences. Elle est quand même à rechercher véritablement dans des cultures locales et des cultures familiales qui sont vraiment très très différentes, très différentes. Et qui sont, si vous voulez, et allons jusqu'au bout, hein, vous avez un département qui est un des plus déchristianisés de France et un autre qui connaît les plus fortes taux de pratique. Donc, pour prendre un des éléments, c'est pas le seul évidemment, mais du substrat culturel sur lequel se sont construits ces modèles de développement. Parce que ce sont des modèles de développement. On va s'arrêter là, Monsieur Hervieux. Merci. Ah, pardon, il y a une dernière question. Bon, il y a ce que nous voulons, ce que nous faisons, ce que nous décidons, ce que nous souhaitons. Mais beaucoup de choses nous viennent de l'extérieur. Comment réagissons-nous? Je parlerai uniquement des moyens de communication. J'avais 5 ans quand le poste radio est arrivé. J'avais 22 ans quand la télé est arrivée. Le téléphone fixe, j'avais quand même 32 ans quand on a eu le téléphone fixe à la maison, dans nos campagnes rurales. Donc, ces moyens de communication, ça nous arrive de l'extérieur, comment réagissons-nous? Alors, autrefois, on allait dans les assemblées générales, évidemment, c'était plein, c'était bon dit, on avait l'info. Maintenant, l'info, on l'a à la maison. Ça favorise peut-être un peu notre individualisme. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et nos réactions, en fait, beaucoup
de notre vie ou de ma vie dépend de nos réactions par rapport à ces changements. C'est tout ce que j'avais à dire. Comment réagissons-nous par rapport à tout ce qui vient à nous? Ah oui. Merci de ce questionnement. Bien. Merci de votre intervention. Merci à l'auditoire aussi d'avoir capté tout ce que vous aviez dit et d'avoir essayé d'éclaircir certains points. Donc, on va vous quitter là. Est-ce que je vous présente quand même les 3 intervenants de l'après-midi? Comme ça, vous allez nous suivre de très loin. D'accord. Stéphane Rousseau, président de l'IFOCA. Est-ce que vous le voyez? Oui, 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 oui. Très bien. Oui, oui. Bonjour, Monsieur Rousseau, oui, bien sûr. Monsieur Henri Diespéré, donc il Oui. va faire suite à votre intervention, comme ça va alléger un peu l'après-midi. Voilà, je regrette, Henri, de ne pas... Nadège, vous voyez, tu la vois? Nadège Boucher, voilà. Ah oui. Nadège Poimero-Boucher, qui interviendra aussi cet après-midi. Voilà. Donc, on vous libère, Monsieur Hervieux. Un grand merci au nom de l'IFOCA de votre passionnante intervention. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé continuer cette discussion avec, et notamment avec les 3 intervenants, mais j'aurai peut-être l'occasion de les croiser dans un autre lieu ou un autre moment. Bon après-midi à tous et merci encore de votre accueil. Merci à vous.